Vous écoutez Chef, le premier podcast qui vous fait découvrir l'histoire personnelle, la vie des plus grands noms de la gastronomie française. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef. Et quel épisode, puisqu'aujourd'hui, c'est Guy Savoy qui s'installe devant notre micro. Est-il utile de faire une présentation de ce chef mondialement connu? Et comment s'y prendre pour raconter en quelques mots plus de 50 ans de carrière? Je pourrais vous dire qu'à 67 ans, Guy Savoy c'est des étoiles, 3 étoiles même au-dessus de la tête depuis près de 20 ans. Que vous pouvez aussi dîner chez lui, à Las Vegas. Que si vous ouvrez un dictionnaire Larousse, vous trouverez son nom. Que la liste l'a consacré 4 années de suite meilleur restaurant au monde. Bref, que Guy Savoy est ce qu'on peut appeler un monument. Et c'est pas évident d'aborder un monument. On peut se dire que c'est énorme de se retrouver face à lui, de voir en chair et en os celui dont on connaît si bien l'image et l'histoire, ou alors on peut décider d'en faire le tour, de prendre son temps pour l'observer, pour chercher la porte dérobée, celle qui va justement nous donner la clé de cette aura. Rendez-vous dans son bureau, au-dessus de son restaurant installé dans les murs de la Monnaie de Paris. Rendez-vous donc avec un monument dans un monument. La discussion aurait pu égrener la chronologie de son parcours, mais naturellement, nous avons pris le parti d'aller et de rester plus longuement sur ce qui fait de lui l'homme et le chef qu'il est aujourd'hui. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et vous allez entendre l'histoire de celui qui n'a de cesse d'arpenter les routes de la gourmandise et dont l'excellence rime indéfiniment avec l'enfance. Voici l'histoire de Guy Savoy. Mon histoire, elle démarre à Nevers, puisque je suis né à Nevers, dans la Nièvre, que mes parents ont quitté lorsque j'avais 2 ans pour venir s'installer à Bourgoin-Jallieu. Mon père est jardinier à la ville de Bourgoin-Jallieu, c'est-à-dire qu'il s'occupe du jardin de ville qui était un espace de plusieurs hectares. Et dans le jardin de ville, il y a une buvette qui était animée par ma maman. Ça s'appelait l'Esplanade, hein. C'était une esplanade dans ce jardin de la ville. Et après, au-dessus de cette esplanade, il y avait des bois. Enfin, c'était on était en pleine nature. Il y avait une immense terrasse qui dominait la ville. Il y avait un énorme terrain de boules. Donc, au fil du temps, cette terrasse avait une 50aine de tables. Donc c'était vraiment immense. D'ailleurs, mon terrain de jeu, lorsque j'étais enfant, c'était tout cet espace. Et terrain de jeu, qui était aussi le terrain de jeu de mes copains d'école et tout. C'était un lieu dédié, je dirais, à la vie en plein air. Ma mère servait donc dans un premier temps uniquement des boissons. Et au fil du temps, les Bergusiens qui étaient là demandaient à ma mère, mais ça serait pas possible de casser la croûte avant de redescendre. Alors le restaurant est né comme ça. La première année, elle a fait assiette de charcuterie et fromage blanc à la crème. C'est un fromage de vache qui est nappé de crème, et selon les goûts, soit on peut lui mettre du sucre, ou alors du sel, du poivre, de la ciboulette, de l'échalote, voilà. Et cette proposition a évolué parce qu'après, au bout de 2 ans, elle a rajouté de l'omelette. Ensuite, il y avait un bassin, il y avait un vivier qui était là. Et mon père décide d'y mettre des truites. Donc, en fait, les clients pouvaient même pêcher leurs truites s'ils voulaient, avec une épuisette, parce qu'on n'avait pas le temps avec la ligne, mais voilà. Donc, la carte, comme ça, s'est faite d'année en année. Donc, c'était assiette de charcuterie, omelette, truite meunière ou au bleu, fromage blanc. Et puis, elle a commencé à faire des glaces. Mais des glaces qu'elle faisait donc qu'avec des produits frais. Le sorbet fraise, c'était avec des fraises. Le sorbet banane, qui était un de ses points culminants de la gourmandise, était fait bien sûr avec les fruits. On va dire qu'elle ne ménageait pas ses efforts, ni ses heures de travail étaient je dirais, énormes.
Je me souviens, alors si c'est dans ma tendre enfance, ça, c'est jeudi après-midi, j'avais un oncle pas très loin de Bourgoin qui était boucher dans un village qui s'appelle Arandon. Et j'avais là un cousin qui avait le même âge que moi, donc, et on s'entendait bien. Et moi, j'adorais l'atmosphère de cette... J'étais aussi touché par cette ambiance. Donc en hiver, en tout cas, le jeudi, mon père disait, lors du déjeuner, tiens, cet après-midi, on va chez les Bonnards. Moi, j'étais ravi, parce que j'allais retrouver cette atmosphère, mon cousin et tout. Et arrivaient 4 personnes dans la buvette, dans la salle qui n'était pas très grande, et qui se mettaient à jouer à la blotte, 4 retraités, et toute la famille était coincée là tout l'après-midi, pour 4 personnes qui buvaient 2 pots de 46 centilitres de vin rouge. Alors vous imaginez la rage? Moi, j'ai commencé par haïr les clients. Et de bloquer une famille de 5 personnes pour 2 pots de 46 centilitres, voilà, c'était... Mais le fait, c'était pas le chiffre d'affaires qui me portait, c'était le fait qu'on soit bloqué. Et ça, c'était terrible. Ça, c'était terrible. Et pendant des années, j'en voulais un peu à tous ces clients, quoi. Ouais, vous voyez la contrainte. Moi, je voulais rester, en fait. Moi, la cuisine qu'elle faisait pour la famille, ça m'allait bien, quoi. Un jeudi après-midi, à l'époque, on n'allait pas à l'école le jeudi, et le temps, vous savez, comme je vous ai dit, j'habitais dans un lieu champêtre. C'est vrai que quand la météo était trop mauvaise, comme tout le monde, on restait à la maison, quoi. Et elle a décidé de faire... On avait une boîte, il y avait une boîte à biscuits à la maison, qui était toute bosselée, elle était en ferraille, boîte cylindrique, où il y avait toujours des biscuits secs dedans. Et là, ce jour-là, elle me dit, on va faire des langues de chat. Donc je la vois mélanger du sel, du sucre, de la farine, des œufs et du beurre. Tous ces ingrédients pris séparément, à part le beurre, qu'on peut éventuellement manger comme ça, c'est quand même pas d'un grand intérêt. Elle les mélange, elle fait une espèce de pâte plutôt molle. Dans une poche à douille, elle trace des tout petits boudins sur une plaque qu'elle a beurrée. Et elle met cette plaque au four. Et elle me dit, surveille. Bon, je surveille. Il n'y a pas de vitre au four, donc j'ouvre souvent. Je vois la magie s'opérer. Ces petits cylindres de pâte s'aplatissent, deviennent une forme ovale, prennent de la couleur sur le côté. Et à un moment, j'évalue que c'est cuit, je lui dis parce que ça sent bon. Et elle vient sortir la plaque. Avec une spatule, elle décolle toutes ces langues de chat sur la table. Dans la cuisine, il y a une odeur extraordinaire. J'en goûte une, c'est croustillant. Mais c'est magique, quoi. Et à chaque fois, c'était... mais que ce soit une simple salade verte ou, je vous dis, une tarte aux pommes, elle avait l'art, en fait, d'oser, de manière innée, pas technique. Pourquoi sa tarte, elle était meilleure que les autres? Parce qu'elle n'avait pas peur d'aller loin dans la cuisson. Vous savez, quand les bords caramélisent, même débordent du plat à tarte, c'est là aussi où j'ai pris conscience que la main, le ressenti de la cuisinière ou du cuisinier était très important. Parce que ça ne figure dans aucune recette. Seulement, elle, plus le restaurant marchait, plus elle allongeait ses journées de travail. C'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à l'aider en cuisine. Et puis, elle est hospitalisée pour les problèmes rénaux assez graves
fin juin, et moi ça coïncidait avec la fin de ma scolarité, donc c'était la fin de 3e, et j'ai dit à mon père, écoute, moi je vais y aller, je vais prendre sa place. Mon frère était derrière le bar, c'était des étudiantes qui faisaient le service, heureusement elles étaient formidables parce que là depuis plusieurs années, et ça s'est plutôt bien passé, donc voilà, donc à 15 ans je me suis retrouvé, alors pour une cuisine que je maîtrisais tout à fait, le registre c'était une dizaine de plats, des escargots, toujours mes truites meunières ou au bleu, les omelettes, le coq au vin, à bœuf bourguignon ou une blanquette. Donc tout ça, je le maîtrisais parfaitement. Les glaces aussi. Mais là, vous êtes en responsabilité, à 15 ans. Et puis il y a un rythme, il y a des gens, il y a une attente. Et puis c'est vous. Oui, mais je me suis pas pris la tête, j'y suis allé à fond, quoi. À fond, et puis... Comme elle, en fait. Ben voilà. Un ami de la famille, Monsieur Louis Marchand, qui avait d'ailleurs donné les recettes de glace et sorbet à ma mère, qui était le pâtissier de Bourgoin, mais de toute la région, vient un dimanche soir, je me souviens, avec son épouse, et il avait appris que ma mère était à l'hôpital, il demande à mon père, mais qui fait la cuisine ? Et mon père lui répond, c'est Guy. Il vient me voir dans la cuisine, et il dit, ça va, tu te débrouilles ? Je dis, oui, c'est un ami de la famille, donc oui, je dis, je me débrouille, vous allez me dire ce soir. Et il me dit, mais tu veux vraiment être cuisinier ? Je lui dis, oui, contre l'avis de tout le monde, mais oui, j'ai envie d'être cuisinier, parce que ça m'éclate. Et là, il me dit, je vais voir si je peux te trouver un apprentissage dans une grande maison, mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et il revient quelque temps après, et il me dit, écoute, tu rentreras en apprentissage, je pense, chez les frères Trois-Gros, à Roanne. Et moi, les frères Trois-Gros, ça ne me dit absolument rien. Entre-temps, je me renseigne qui sont les frères Trois-Gros, je vois que on connaissait Bocuse, enfin tout le monde connaissait Bocuse, mais on ne savait même pas. On se remet 55 ans en arrière, là. Oui. Et en effet, il revient un jour avec une lettre en disant, voilà, j'ai bien pris note de la candidature de votre protégé, je me souviens des mots. Et lui répondre que non, c'est impossible, et qu'il souhaiterait que j'entre en apprentissage en pâtisserie, et dès qu'une place se libère, j'entrerai en cuisine à Roanne. Pour l'apprentissage, il a fallu... mes parents ne voulaient pas que je fasse ce métier, mes profs encore moins. Et à l'époque, je me souviens, il fallait, pour faire un contrat d'apprentissage, il fallait l'avis d'un psychologue. Et pour vraiment formaliser tout ça, ça se passait à la mairie. Et je me souviens, moi j'arrive donc à la mairie, c'était une femme qui me fait bouger des cubes pendant 10 minutes, et à l'issue de ces 10 minutes, elle me dit, vous n'êtes pas fait pour un métier manuel, encore moins dans l'alimentation. Et mon côté rebelle, j'étais habitué à être rebelle, puisque personne ne voulait que je fasse ce métier. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas en me faisant bouger des cubes pendant 10 minutes, vous allez me faire changer une idée que j'ai en tête depuis des années. Habité par sa conviction, animé par l'idée que c'est dans cette voie qu'il doit s'engager, vous l'aurez compris, rien ni personne n'aurait pu empêcher le jeune Guy Savoy de s'engager en cuisine. Il est alors lycéen, sa scolarité se déroule normalement, mais lui n'en démord pas. Alors que dans la rue, la jeunesse de mai 68 brandit ses banderoles et ses idées haut, Guy Savoy, lui, veut du concret. J'attaque mon apprentissage en septembre 69 chez Louis Marchand. Je suis le petit mec discret qui bosse, et qui passe les fêtes de Noël dans une pâtisserie à l'époque où là vous avez 22 heures de boulot par jour. Mais non seulement on travaillait beaucoup, mais les pâtissiers tombaient comme des mouches. Toujours un ou deux qui chopaient la grippe parce que fragilisés par la fatigue, enfin tout un tas de choses. Voilà, donc à chaque fois qu'il y en avait un qui disparaissait du labo, c'était un peu plus de boulot pour les autres. Un jour, que j'habitais au-dessus de la ville, je descends avec ma mob, ma Flandria à 4 vitesses, et je m'endors en descendant. Et heureusement,
je me couche dans une haie de charmille. Alors que je me fais pas mal, mais vous voyez, l'état d'épuisement, donc c'est assez compliqué. Le 20 mars, je suis en train de tremper des babas au rhum, donc dans le labo. Madame Marchand, donc l'épouse de mon maître d'apprentissage, vient en cuisine et me dit « Guy, tu as Jean Troisgros au téléphone. » Putain. Et là, je deviens fébrile, vraiment, parce que moi, je m'étais mis dans la tête que j'allais vraiment rester en pâtisserie quelque temps, et pourquoi pas d'ailleurs. Bon. Et là, je prends Jean Troisgros, donc je suis fébrile, et il me dit « Est-ce que tu veux toujours faire de la cuisine ?» Je dis oui, bien sûr. Et il me dit, tu commences la semaine prochaine. Et là, je dis, moi, à ce moment-là, je dis, mais attends, t'es pas seul décisionnaire, t'as quand même un personnage central qui t'a fait confiance, tu peux pas larguer. J'ai dit, écoutez, je vous passe Monsieur Marchand, toi, en bégayant, parce que je savais pas. Et donc, je reviens au laboratoire, je dis, écoutez, Monsieur Marchand, c'est Jean Troisgros, mais bon, parlez avec lui parce qu'il veut que je commence la semaine prochaine. Donc il revient. Et puis il me dit, écoute, tu commenceras le 1er avril. Donc c'était genre 8 jours après, quoi. Voilà, et je me pointe donc avec mes parents à Roanne pour trouver une chambre déjà, voilà, et puis j'ai attaqué le 1er avril. Moi, en faisant la cuisine chez ma mère, j'étais le king, je maîtrisais tout. Et là, j'arrive dans une brigade où il y a du monde, où il y a des produits que j'ai jamais vus. Moi. Là, il y avait un énorme turbo qui a été livré. Putain, j'ai jamais vu de turbo, des écrevisses, j'avais jamais vu des écrevisses, bien que je sois à la campagne. Il y a plein de choses que j'avais jamais vues. Mais je dis, C'est vertigineux, là. Là, c'est vertigineux, ouais. C'est vertigineux, et puis franchement, à ce moment-là, je me suis dit... Tu vois, avec tes conneries, tu sors du confort, tu sors de tout, t'étais bien au bahut, t'étais bien... Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que tu viens là pour... Bon, puis les jours passent, et puis je m'accroche à la cuisine. Mais à ce moment-là, il m'est arrivé de penser, et si je faisais pas l'affaire et qu'il me vire, qu'est-ce que ça m'arrangerait? Mais je veux pas que ce soit moi qui lâche. Moi, si je m'étais écouté dans toutes les maisons que j'ai faites avant d'acquérir mon premier restaurant, si je m'étais écouté, je serais parti le premier jour. La fameuse zone de confort. Guy Savoie l'a donc quitté. Pourtant, vous l'entendez, il y aura toujours en lui une forme de fébrilité. Il entre en cuisine impressionné, le cœur serré par le souvenir du confort rassurant du restaurant familial, chahuté par le rythme nouveau de maisons qu'il ne connaît pas. Alors oui, au fond de lui, ça tremble, et parfois, il espère se voir débarquer de cette machine lancée à toute vitesse. Mais la passion l'emporte, et ce dont il est témoin lui donne chaque jour la force de tenir et, surtout, l'envie de ne pas lâcher. Jamais personne, à part ma mère, m'avait impressionné comme ça. C'est-à-dire que dans ces moments-là, je dis toujours au-delà du métier manuel, on est surtout un métier gestuel, j'étais fasciné par la précision des gestes. Moi qui avais toujours fait des gestes un peu rapides dans la cuisine, je voyais faire aussi bien Pierre que Jean Troisgros. Lui, quand il décrochait une casserole, le geste était ample. Il la décrochait, c'était baradant. Il prenait la casserole par le bord de la casserole, en fait. Il y avait un geste ample. L'autre main venait prendre la queue de la casserole. La casserole atterrissait sans faire de bruit sur le fourneau à charbon à l'époque. Quand cette casserole était posée pour qu'elle commence à chauffer, pendant qu'elle chauffait, il assaisonnait sa pièce de viande ou son poisson, son truc. Et quand il pouvait mettre à ce moment-là le beurre. Le beurre, la casserole est suffisamment chaude. Il n'y avait pas un dixième de seconde perdu, mais tout était... Le sel était toujours au même endroit, le poivre toujours au même endroit, la fourchette... C'est une espèce d'orchestration pour une harmonie. Et
Et ça, quand vous êtes en face, ça, alors que vous avez les tâches un peu difficiles, vous avez les doigts tout gercés, tout, vous dites, un jour, il faut que je ressemble à... Il faut que je fasse tout pour leur ressembler, quoi. Chez Trois Gros, Guy Savoie va vivre 3 ans d'intensité. 3 ans qui vont le révéler, le confronter à la difficulté d'un rythme exigeant. 3 ans qui vont aussi suivre les battements du cœur d'un restaurant, sa brigade. Horaire à rallonge, 1 jour de congé par semaine, la difficulté, ça soude une équipe. Et face à cette pression, Guy Savoie se fait donc des amis et un frère d'armes. En 3 ans, j'ai déménagé 7 fois. Parce que tous, on avait les mêmes problèmes, on était mis dehors, quoi. On bossait tous comme des fous, mais il fallait bien qu'on se défoule. Enfin, on démarrait à 8h du matin. Bon, l'après-midi, on avait une petite pause où on essayait de dormir un peu. Et puis le soir, le soir, on allait boire des pots. Ou le samedi soir, on allait au bal. Voilà, il y avait encore des bals dans toute la région de Roanne. Et c'était... Voilà, donc puis c'est là où j'ai fait la connaissance de mon pote Bernard Loiseau, où on a travaillé 1 an ensemble, avec des vrais... Vous savez, on parle toujours des copains vous êtes trop jeunes, vous n'avez pas connu ça, mais des copains de régiment, vous savez, parce que les types, ils avaient passé 1 an ensemble, ça avait créé des liens. Mais un apprentissage, c'est autre chose, quoi. C'est plus fort que le... Enfin, c'est déjà plus intéressant, mais c'est surtout plus fort. On a eu des je sais que Bernard faisait son argent de poche en jouant à la pétanque, quoi, l'après-midi. Il y avait un truc de camaraderie, il y a une densité dans cette époque quand même, entre le travail, les soirées, les amis, il y a un truc qui se... Mais oui, qui est indélébile. Qui marque... mais Bernard est resté un complice formidable. C'est même... Enfin, je veux dire, il a été... même pour moi, après, un moteur, quoi, parce que... Bernard, en sortant d'apprentissage, il est vite passé dans le grand bain, prenant une place de chef à la barrière de Clichy. Il a été très vite médiatisé et tout ça, et il ne comprenait pas que moi je continue mon cursus, c'est-à-dire qu'en sortant de chez Trois Gros, je suis allé chez Lasserre à Paris, Lasserre à Paris parce que je voulais voir Paris. Guy Savoie va donc passer 1 an à Paris, chez Lasserre, mais arrive le temps du service militaire. Une période qui, à côté de ce qu'il a vécu en cuisine, va s'apparenter à un break reposant, voire limite ennuyeux. Alors, dès que le service prend fin, Guy Savoie s'empresse de retrouver les cuisines. Direction la Suisse, qu'il veut découvrir, le Lion d'Or avec Jacques Lacombe. Guy Savoie veut encore se perfectionner car pour la place de chef, il ne se sent pas encore prêt. Et cette conviction, il va falloir la défendre face à son plus cher camarade, celui qui, au contraire, est déjà chef et rêve d'étoiles. Bernard Loiseau débarque à Genève sans prévenir. Il arrive et je suis dans la cuisine, moi je suis en train de vider les poulets. Parce qu'il faut aussi vider des poulets, ça dépend de quel poste on est. On va pas les cuire non vidés. Et là, il a cette phrase mais terrible. Il dit, tu vas pas passer ta vie à vider des culs de poulet. Et là, c'était une... comment dire ? C'était à la fois brutal... Et puis à la fois une prise de conscience, parce que... C'est bienveillant. Ah, mais c'est la bienveillance, au fond, bien sûr. Parce que moi, je l'avais déjà expliqué maintes fois, que comme la compétition, je sentais que la compétition allait être rude dans le futur. Il fallait encore, pour moi, parfaire ma formation. Et je lui dis à Bernard... écoute, je fais encore un 3 étoiles et après je me jette dans le grand bain. Il me dit, mais t'es con, pourquoi ? Enfin, ça y est, vas-y, bon. Sans se le dire, les 2 amis vont se quitter avec une sorte de deal. Bernard Loiseau va attendre que Guy Savoie soit prêt pour lui mettre le pied à l'étrier. Et Guy Savoie entre comme il le voulait à l'Oasis, un restaurant 3 étoiles tenu par le chef Louis Houtier à La Napoule, près de Cannes. Là-bas, en plus de la cuisine, il va aussi commencer à réfléchir à ce qui se passe au-delà du pass, justement. C'est là qu'il va asseoir cette idée qu'un restaurant, ce n'est pas qu'un menu, c'est un moment, une atmosphère. Donc je rentre chez Louis Houtier, et là aussi, j'apprends une nouvelle organisation, une nouvelle appréciation des lieux. C'est peut-être là que, inconsciemment, j'ai capter l'importance des lieux. Imaginez l'Oasis, vous n'aviez pas la vue sur la mer, mais il y avait une terrasse qui était magnifique.
Et les dîners, les soirs d'été sur cette terrasse, c'était extraordinaire. Et je suis convaincu, je suis encore plus convaincu aujourd'hui, que la perception et les sensations de la cuisine et des saveurs n'est pas la même lorsque vous êtes magnifiquement bien installé dans un cadre unique, voire idyllique, que si vous faites le même repas au 3e sous-sol d'un parking. Vous vous souvenez, vous, du moment où vous vous êtes dit ça, quand vous étiez là-bas, Non, cette terrasse je l'ai ressenti. Ou comme chez la Serre aussi, où le toit s'ouvrait, on parlait pas de clim, mais lorsqu'il faisait très chaud dans la salle et que la météo le permettait, parce qu'à l'époque on fumait, le toit s'ouvrait. D'un seul coup, il y avait une espèce d'oxygénation totale et puis spectaculaire, quoi. C'était magnifique. C'était magnifique. Alors là, bon, ça, c'est vrai que je l'ai intégré, que peut-être la cuisine n'est pas le seul ingrédient de la recette. Guy Savoy est allé au bout de son expérience avec le chef et l'ami Bernard Loiseau, lui, est allé au bout de son idée. Il a parlé de Guy Savoy au propriétaire du restaurant qu'il emploie, la Barrière de Clichy, et voilà qu'en 1977, le flambeau se transmet. Guy Savoy succède à son ami, devient enfin chef et décroche très vite pour cette adresse une première étoile. Mais ça y est, le jeune chef veut désormais son restaurant bien à lui et 3 ans plus tard, en 1980, il s'installe rue Duret dans le 16e arrondissement de Paris. Là encore, l'étoile tombe vite et c'est le début d'une grande histoire entre le Guide Rouge et le désormais célèbre Guy Savoy. Première étoile, vous êtes fou de joie. À la Barrière du Clichy, curieusement, parce que j'ai eu une première étoile à la Barrière de Clichy, qui n'était jamais arrivée dans les restaurants de Pont-de-Verger, ils se battaient toujours pour avoir ça. Bon. Mais n'étant pas chez moi, ça n'a pas eu la même saveur. Curieux, hein? Première étoile rue Duret, je m'installe en 80, première étoile 81. Putain, je dis c'est bon, quoi. Mais ça, c'est des responsabilités nouvelles quand même, parce que là, vous vous retrouvez à la tête de... je me retrouve avec un titre et puis quelque chose. Là, je me retrouve chez ma mère à animer... mais à un autre niveau, tout simplement. Ça peut être grisant quand même. Parfois, il y a des... Oui, mais le travail vous ramène à la réalité. Et moi, pour dire clair, ça ne m'a jamais grisé. Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là, on pense à qui ? On pense à ses parents qui bossent, avec une reconnaissance, enfin une petite reconnaissance. On pense à Louis Marchand qui bosse, on pense à Jean et Pierre Troisgros, qui malgré leurs 3 étoiles, prennent qu'un dimanche soir chacun sur 2, parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7, et que l'été, ils prennent chacun qu'un jour de vacances. Quand vous avez été moulé comme ça, vous pouvez pas péter un câble. Donc là, quand on est Guy Savoy, qu'on est chef, qu'on démarre et qu'on continue d'avancer, en fait. Qu'on chope une étoile tout de suite et qu'on... Oui, c'est... Mais encore une fois, je me rends pas compte. Parce que j'ai ouvert un mardi, dès le vendredi, c'était plein. Grâce à Philippe Couder sur France Inter, qui me fait à 7h moins 20 le soir une chronique extraordinaire. Le téléphone se met à sonner. Je sais que c'est lui, parce qu'un des convives s'arrête, il était en voiture, il entend la chronique, il s'arrête devant le restaurant, et il dit « Je viens d'entendre parler de votre restaurant de manière tellement dithyrambique que je voudrais faire une réservation. » Et ça n'a jamais désempli. Donc, mais heureusement que j'ai pas mesuré tout ça. Ça, c'est votre première... Ça vous a fait quoi d'ouvrir pour la première fois C'était votre premier restaurant, ça, c'est une étape. C'est facile. Toutes les nuits à Rungis, toute la journée dans le restaurant. Je faisais le matin la mise en place de la cuisine, service de midi, l'après-midi mise en place de la pâtisserie et service du soir. Donc, ça, c'est ma femme qui me l'a dit à l'époque. Les 6 premiers mois, j'ai dormi 2h30 par nuit. Après, il faut s'arrêter parce que vous risquez de
Pas de péter un câble avec la grosse tête, mais péter un câble parce que vous ne savez plus comment vous vous appelez, quoi. Mais il y a une espèce de griserie, quoi, qui pousse cette énergie, d'aller chercher mes produits. Et l'un des plus beaux compliments, c'est que dans les premiers jours, dans le premier mois, j'étais dans mon fourneau, rue du Ray. Je ne sais pas si j'ai une photo, j'aurai une photo par là, de cette petite cuisine qui faisait 19 mètres carrés. Ouais, là-bas, tiens. Là-bas à droite, complètement à droite, au 2e étage. Voilà. La cuisine fait 19 mètres carrés. Je me souviens, je suis en train de cuire des rougets. Enfin, des rougets, c'est quelques secondes. Hein. Enfin, et j'entends une voix que j'identifie tout de suite, c'était Jean Troisgros. Il était dans l'encadrement de la porte. Et il venait apporter son soutien, en fait, sur tout ça. Et puis, je lui fais le déjeuner. Et je me souviens, j'avais fait des langoustines qui étaient énormes. Et quand je vais m'installer avec lui, à la fin, il dit « Mais où est-ce que tu trouves des langoustines comme ça ?» Je dis « Je vais à Rungis. Pas toutes les nuits, mais une nuit sur 2 pour le poisson, et puis une nuit sur 2 pour le reste, pour les abats, pour les légumes et tout. » Parce qu'il me dit « J'en ai jamais vu des comme ça. » Putain, mais j'ai dit rien que ça valait quand même le coup d'aller à Rungis, quoi. Pour être adoubé par le maître, quoi, par l'un des maîtres. De vous dire ça. Bon, après j'ai arrêté, j'allais toujours à Rungis, mais de manière un peu plus sporadique, et puis on s'organise aussi. Vous savez, quand on démarre, c'est impitoyable, hein. Donc voilà, j'ai cette anecdote. Un jour, pourtant, je prenais, au bout d'un certain temps, moi j'essayais de partir pour le poisson. À l'époque, on pouvait encore, parce que normalement, on n'a pas le droit de se faire servir avant, je crois que c'est 4 heures du matin, parce qu'avant, pour le poisson, c'est réservé à l'approvisionnement, c'est-à-dire à l'approvisionnement du pavillon de la marée. Et moi, j'y allais en sortant de mon service du soir, parce qu'il y avait déjà suffisamment de produits qui étaient là vers 1h30 du matin, ce qui me permettait de rentrer et de dormir quand même un peu. Et je me souviens qu'un jour, je pense ces fameuses langoustines, et je regarde le bac, le premier bac dessus. Bon, j'écarte l'élastique, je soulève le couvercle, je vois qu'elles sont bien. Je demande 3 colis. Je rentre, je vais dormir un peu, puis je reviens au restaurant avec la... Et là, je m'aperçois que sur l'un des 3 colis de... Attends, faut que je boire un coup, parce que... L'un des 3 colis, les langoustines ne sont pas du tout ce que je prends d'habitude. Putain. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais ? Je téléphone ou non, je dis, je ne vais pas téléphoner, même si ça m'emmerde, même si c'est super G, je les ramène. Donc à 9h30 du matin, je suis au pavillon de la marée, les mecs, ils ont tout nettoyé. Hein. Il ne reste plus. Je prends la caisse de langoustines et je la vide au milieu du truc. Et je repars. Plus jamais ils m'ont baisé avec du poisson, quoi. Vous savez, nous, notre vie, quand je dis nous, cuisiniers, hein, notre vie, elle est réglée par 2 défis quotidiens. Le déjeuner et le dîner, pour chaque table et pour chaque convive. Alors il y a le travail, mais il y a quand même quelque chose qui se construit. Une ligne qui est plus de l'ordre de la création. Votre cuisine, elle se construit comment à ce moment-là après... La cuisine, elle se construit, avec bien sûr la technique. Hein. Je me souviens, à la barrière de Clichy, j'étais tellement fier que je savais de montrer que je savais faire le feuilletage, que je faisais un feuilleté, je me souviens de riz de veau aux écrevisses qu'aujourd'hui, qui était bon que dans la cuisine, parce que 3 minutes après, il était détrempé, donc c'était bon. Mais content de montrer la technique. Hein. Après, la quête, c'était quoi ? Toujours dynamiser des équipes, satisfaire des convives, avec comme point commun la gourmandise. L'expérience dans mon restaurant, c'est d'abord la gourmandise. Moi, j'ai été élevé avec les légumes du jardin de mon père et les volailles qu'on achetait, qu'ils achetaient dans les fermes et tout, qu'on mangeait à la maison. Donc tout ça, moi, je veux
être l'amplificateur de ces produits. Quand je fais par exemple la poêlée de moules et mousserons au jus de terre et mer, on pourrait penser que c'est audacieux. Mélanger des moules avec des mousserons. Mais quelle a été la démarche à ce moment-là? C'est de se dire, la moule est très iodée, le mousseron que je connais bien, parce que mon père en ramassait des tonnes, a cette consistance qui s'apparente au gras. C'est pas du gras lipidique, c'est du gras consistance. Je me suis dit, ce gras consistance va bien se marier avec le côté sec de l'iode. Et tout ça, donc, et le plat est né comme ça, avec, après, les moules bien, je dirais, saisis pour amplifier leur saveur, en les caramélisant, mais il ne faut pas les dessécher. Le mousseron, il est là, et les deux jus qui sont faits pour se marier, quoi. Ça, on le sent. Un jus de citron et une feuille de roquette pour un tout petit peu d'amertume. Voilà, le plat est né. La crème de lentilles et langoustine aussi. Quand le jour, je goûte ce fumet de langoustine qui est d'une force, d'une puissance, je me dis comment je peux le dompter. Alors la facilité aurait été de dire, allez, je mets un peu de crème ou un truc comme ça. Je dis non, il faut que je trouve pour dompter d'une telle force, il faut de la douceur consistante. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, qui est quand même un petit caractère aussi, qui n'est pas... Bon, et je fais le tour un peu des différents féculents, parce que quand on parle de douceur consistante, les pois chiches, les haricots blancs, les trucs, machin. Et j'ai dit, mais la lentille. Et là, le jour où j'ai lié ce bouillon de langoustine brutale avec une purée de lentilles apaisante, on a fait un grand plat, avec 2 ingrédients. Deuxième étoile, 85. 85, et là je commence à avoir des fourmis, parce que dans les doigts, dans les jambes, dans tout, parce que l'endroit est minuscule. Hein, minuscule pour travailler, minuscule pour les convives. Alors bien sûr, ça marche bien, bien sûr. Mais encore une fois, je ne me rends pas compte. Quand vous avez atteint une forme de sommet, parce que vous dites on veut toujours la suivante, à un moment il a fallu que ça s'arrête, parce que non. Vous l'avez eu. Non. Alors si ça s'arrête, ça va pas, quoi. Non, si ça s'arrête en termes de grade. Il y a eu la troisième. C'était quoi la troisième étoile? Il y a eu après toutes les distinctions, faire partie de l'Académie Goemio, parce que ça fait plus de 25 ans que je suis au sommet chez Goemio. C'est le titre de la liste, mais qui arrive, je dirais, ça m'a fait chialer comme la troisième étoile. Hein. La troisième étoile, ça vous a fait chialer? Ouais, bien sûr. C'est un plaisir immense, que je savoure. Mais vraiment. Mais c'est pas un aboutissement, quoi. Bernard Loiseau, pour revenir à lui, avait annoncé d'entrée de jeu, je veux avoir 3 étoiles. Moi, je pense que par beaucoup de pudeur ou par discrétion, j'ai jamais annoncé ça. Elle est arrivée, tant mieux, je vous dis, ça m'a fait chialer. 12 février 2002, à 10h moins 10 du matin. Ça voulait bien dire qu'au fond de moi, quand même, il y avait un petit ressort que je compressais toutes les années, et qu'un jour, il s'est libéré, heureusement. Parce que je l'ai attendu 17 ans. 17 ans. 1985-2002. 17 ans entre la deuxième étoile et le sacre ultime. 17 ans durant lesquels, au-delà de son restaurant, Guy Savoy ouvre 7 bistrots. Et quand il refait l'histoire, il se dit peut-être que c'est cette expansion qui a refroidi le Michelin à l'idée de lui offrir son couronnement. Ouais. À croire qu'il n'est pas bien vu d'être trop vu, justement. Et que lorsqu'on attire les regards, on attire aussi les critiques. Alors je sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien. Peut-être que j'ai montré trop de dynamisme dans mon expansion. Un type comme Philippe Couder, qui a pourtant rempli mon premier restaurant, hein, qui me dit, oui, en parlant de moi, il dit, il est atteint de sucursalite, quoi. Alors ça me faisait mal. Que j'ai une mauvaise critique sur... on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Il y a certains qui m'ont bien allumé, hein. Je pense à François Simon, qui sont bien acharnés sur moi. Mais j'ai eu une satisfaction un jour, c'est que je l'ai eu en face de moi, puis je lui ai dit vous ne laisserez aucune trace, ni dans la gastronomie, et comme il s'essayait à des livres, je lui ai dit, ni dans la littérature.
c'était méchant. Je m'en suis même, après, j'ai regretté d'avoir dit ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ça? Mais bon, j'avais besoin de le dire, c'était aussi pour mon mieux-être. Pour le coup, laisser une trace, c'est quelque chose qui vous parle parce que... Non. Je suis trop dans l'instantané pour avoir dans mes pensées le fait de laisser une trace. Et qu'est-ce qui vous anime? Vous courez après quoi? Après la pomme de la récré? Après la pomme de la récré, oui. Et puis le visage radieux d'un convive qui s'est régalé, qui représente l'enfant que j'étais devant la cuisine de ma mère, c'est tout. Quand on rencontre un chef et qu'on se repasse comme c'est notre habitude le film de sa vie, on se retrouve toujours avec une sorte de millefeuille. Millefeuille d'un livre dont les chapitres ont tous une tonalité ou une densité différente. Et ce sentiment n'a jamais été aussi flagrant qu'après ces heures d'échange avec Guy Savoy. Nous venions de rencontrer un homme qui évolue au sommet de sa discipline, qui a été acclamé, reconnu, dont le nom à lui seul évoque la haute gastronomie française et qui, malgré toute la richesse de son parcours, venait de nous dire en résumé que son histoire, c'est donc celle d'un enfant à qui l'on offrait une pomme à la récré. Un enfant qui, surtout, l'a retrouvé chaque jour avec une gourmandise intacte. Après avoir passé plus de 50 ans derrière les fourneaux, voilà un homme aux cheveux blancs dont l'œil pétille encore quand il nous parle de la cuisine comme d'une forme de magie. Une magie qu'il manie aujourd'hui avec la même énergie pour brasser les époques, amener l'histoire dans l'instant et transformer l'ordinaire en un moment inoubliable. On vous laisse donc avec cette idée qu'une pomme ou une langue de chat peut vous ouvrir un monde, que la cuisine peut donner une grâce à chaque instant. Et je remercie le chef Guy Savoy d'avoir relu pour nous ces souvenirs si inspirants. Je remercie aussi Nathan Cohen qui signe la musique de cet épisode et co-réalise avec moi ce podcast avec le même appétit insatiable. Merci l'ami de t'emparer ainsi de ces histoires pour en souligner l'éclat. Enfin, merci à vous qui nous écoutez et nous renvoyez à chaque épisode votre enthousiasme. Partagez, commentez, notez notre podcast, abonnez-vous pour être sûr d'être là au prochain rendez-vous avec une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!